À toi, Bruno. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis bienvenu à ce troisième déjeuner jeunes chercheuses aussi du LabEx Futurs Urbains. Je suis Bruno Tassin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis co-responsable scientifique du LabEx. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Echeverry-Guzman, qui vient d'arriver au LabEx au mois de janvier 2021 au sein du groupe Mobilité urbaine pédestre et qui donc aujourd'hui va nous parler du mâcheur et la ville, la simulation par ordinateur pour traiter les enjeux du confort et de la fluidité des piétons. Et effectivement, je crois que Laura a un parcours qui est tout à fait propice pour traiter cette question, mais je ne vais pas en dire plus parce que je pense que ça va faire partie des mots que Jean-Paul va prononcer pour introduire l'intervention de Laura. Donc Jean-Paul, je te laisse la parole de suite et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire. Merci beaucoup. Donc, Jean-Paul Hubert, je suis à l'université Gustave Eiffel, département AME, laboratoire d'Est. Et j'ai été en 2012 approché par Jérôme Monnet qui voulait construire un groupe transversal du LabEx. Et donc, depuis ce temps-là, je co-anime avec lui, avec Hélène Charrer aussi qui est là, le groupe, le GT, comme on dit, Mobilité urbaine pédestre. Alors, on a fait, donc le but, c'est d'étudier la marche en ville, qui était un peu considéré par Jérôme, mais il nous a tous convaincus que c'était un sujet orphelin à l'époque, qui pouvait fédérer tout un tas de recherches dans le champ des sciences humaines et de recherches interdisciplinaires en particulier. Et on a travaillé pas mal avec la ville de Paris, fait des observations en milieu urbain historique, si on peut dire. Et puis en 2019, il y a eu cette rencontre par l'intermédiaire de Bruno Tassin, d'ailleurs, il faut le dire, avec le conseil départemental du Val-de-Marne pour travailler à développer la marche dans un contexte urbain de banlieue qui va rencontrer prochainement les développements du Grand Paris Express. Donc, ça c'est le café, ça. Donc, le développement des transports en commun dans ces secteurs de banlieue vont provoquer un afflux de piétons, un changement dans les pendularités aussi des banlieusards, parce qu'il y a de plus en plus d'emplois qui s'implantent. Et donc, les services techniques du conseil départemental étaient saisis par les politiques d'une demande de développer la marche. Sachant que dans ce contexte-là, développer la marche, ça peut aller jusqu'à envisager de repartager la voirie. Et en particulier la voirie départementale qui représente donc les grandes artères de ces communes de banlieue et qui sont des routes départementales. Donc, ils nous ont saisis là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la marche? C'est quoi les leviers? Il faudrait mieux qu'on en discute ensemble, qu'on essaye de voir. Il faut quand même être bien d'accord sur les usages piétons qui se déroulent sur votre espace de voirie, en faire des espaces à vivre, comme on dit dans les publications du CEREMA, c'est très bien, mais faut voir aussi qu'est-ce qui se vit là-dedans et comment on peut améliorer ce qui est et dans quelle mesure on peut se dire que il faut discuter c'est des enjeux qui concernent l'ensemble de l'organisation urbaine et qu'il faut que tous les services techniques puissent en discuter, à la fois ceux qui s'occupent de la circulation des voitures, aussi ceux qui s'occupent de la voirie communale. Il y a tout un sujet, tout un problème de discussion, de dialogue à monter là-dessus.
Donc, il y a eu une étude qui s'est montée. Et dans un premier temps, on a eu, alors l'ABEX a été généreux, nous a octroyé une postdoc pour travailler là-dessus, qui s'appelait Julie Scapino, qui était ethnologue, et qui a énormément travaillé sur les usages, qui a observé les gens, comment ils marchent, comment ils se croisent, comment ils se dépassent, comment et pourquoi ils se déplacent. Elle les a interrogés aussi. Et puis, elle est partie, et puis on a envisagé une deuxième phase pour cette étude, dans laquelle on s'est dit qu'on n'allait pas continuer dans l'approche purement qualitative, mais qu'on allait essayer de donner des outils qui puissent davantage servir à ces services techniques quand ils font les arbitrages, notamment les arbitrages entre les piétons et les véhicules, les vélos ou les voitures, et que ces outils, ce serait peut-être bienvenu s'ils étaient fondés sur une modélisation. Et là, donc, on s'est mis en quête du profil du mouton à 5 pattes, de la personne qui serait capable de faire de la modélisation des comportements piétons, d'évaluer l'effet de la géométrie des trottoirs, des espaces publics sur la circulation, sur la qualité de ces environnements. Ton micro, Jean-Paul. Pardon. Donc, modéliser les comportements et les conditions de la marche. Et puis, on a eu la chance que Laura candidate et elle a commencé son travail depuis à peu près bientôt 3 mois. Et je vais donc lui laisser la parole. Merci à vous. Ok, donc c'est le moment pour moi. Je vous ai nommé co-animatrice, Laura, si vous voulez partager votre écran, je ne sais pas. Oui. Un instant. Ok, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. D'accord. Donc, bonjour, je suis Laura Echeverri et donc je viens de finir mon doctorat en informatique. Et là, en décembre de l'année dernière, et mon doctorat ça a porté sur la résolution d'un problème de logistique en voiture électrique. Et là, en ce moment, je me concentre plutôt dans la simulation des flux de piétons. Donc voilà, je fais partie du groupe Mobilité urbaine pédestre et suis accueillie dans les laboratoires Ville Mobilité Transport. Okay. Donc voilà, c'est les plans pour ma présentation d'aujourd'hui. Je vais commencer à parler de la motivation, de ce qui motive de parler des mobilités urbaines pédestres, disons dans un sens large. Après, je me concentre dans les projets d'études qui Jean-Paul vient de parler, d'infrastructures pédestres. Une petite description, je présente des résultats préliminaires qui sont importants, qui sont la base de ma proposition de recherche. Et je vous montre en grande ligne ma proposition de recherche et là où elle va jusqu'au moment, pour finir avec des perspectives de travail dans les mois qui viennent. Okay, donc on commence avec la motivation. Donc, ce qu'on a pu voir dans les dernières années, c'est que les responsables politiques ont un intérêt croissant pour la mobilité active. Et là, la mobilité active, ça veut dire, par exemple, les vélos et la marche. Et ils s'intéressent à ça dû à la pollution, à la congestion, à des problèmes d'écologie. Même la crise avec la Covid, ça fait penser à une idée de développer la mobilité active pour que les gens fassent des activités physiques, par exemple. Mais le problème, c'est que les villes ne disposent pas des outils qui sont nécessaires pour décider la façon comment on repartage l'espace.
Et le problème, c'est que la façon comment les voiries sont faites, ça a été fait comme ça dans des décennies en favorisant l'automobile. Et par exemple, là, on peut voir un exemple classique par exemple, qu'il y a des constructions sur les trottoirs. Et donc là, les piétons doivent marcher sur la rue. Donc, on voit que les piétons sont plutôt laissés à côté. Et aussi, une chose importante, c'est de voir que développer la marche, ça implique de considérer comment les piétons interagissent entre eux et avec l'environnement qui les entoure et identifier à quoi ils sont les plus sensibles. Donc, comment ils font pour éviter des collisions, pour faire avec les obstacles, comment ils prennent la place, même si ce n'est pas forcément donné à eux. Donc, par exemple, vous pouvez voir des piétons qui marchent sur une bande cyclable. Donc, pourquoi les piétons font ça? Et donc, c'est dans ce sens que s'engendre ces projets d'études d'infrastructures pédestres. Et comme on disait, et comme disait Jean-Paul, c'est vraiment avec cette idée qu'il y a les conseils départementaux de développer cet espace public à vivre et d'encourager les mobilités actives et en particulier la marche. Et donc, le travail qui s'est fait jusqu'à l'année dernière, ça portait sur faire des observations sur comment les usagers, c'était quoi l'interaction des usagers et l'environnement de marche. Et donc, sont fait deux types de méthodes, des méthodes qualitatives qui ont été inspirées par l'énographie, qui sont faites par Julie Scapino, qui était la dernière postdoctorante du groupe. Donc, il a fait des observations et des entretiens sur le terrain pour pour pouvoir saisir cette sensibilité des piétons. Et après, on fait aussi des comptages du flux des piétons sur différents points, sur des trottoirs, sur des traversées, et aussi dans différents moments de la journée, pour bien voir si les conclusions des observations qui étaient faites avant avec les entretiens et tout, et si ça allait bien avec la réalité. Et effectivement, ça montrait bien que c'était comme ça. Et donc là, je vous présente des résultats préliminaires, comme je disais, qui sont, disons, la base de ma recherche. Donc là, ils ont étudié deux sites qui sont contrastés avec une présence piétonne importante. Donc d'un côté, on a l'avenue Paul-Vaillant Couturière à Vitry-sur-Seine, qui est un aménagement ancien qui est inadapté aux circulations actuelles. Donc, on voit qu'il y a un fort trafic piéton. Par exemple, là, il y a des collégiens qui doivent marcher dans des trottoirs étroits. Il y a aussi le fait qu'il y a des places de parking des deux côtés de la rue. Et donc, ça fait que la marche, c'est pas très facile. Et donc, de l'autre côté, on a l'avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort, qui est récemment aménagée. Donc là, ils ont mis une bande cyclable. Et comme vous pouvez voir dans la photo, donc il y a la sortie du métro, il y a la bande cyclable, il y a même des piétons qui marchent sur la bande cyclable. Et donc là, ils sont intéressés à voir comment les piétons interagissent avec l'espace qu'ils ont autour d'eux pour pouvoir faire une caractérisation et une catégorisation de cette interaction avec l'environnement. Et donc, disons, les premiers résultats importants, c'était de voir comment les piétons ils utilisent l'espace disponible. Donc, à l'avenue Paul-Vaillant Couturière, ils ont observé qu'il y avait une surface de marche limitée qui permettait juste que deux personnes passent en même temps, l'un à côté de l'autre. Que ces conditions demandent aux piétons de s'adapter aux différents obstacles qu'ils peuvent avoir et aussi à la présence des autres. De l'autre côté, à Maisons-Alfort, ils ont observé que les piétons ils mettaient une distance même importante les uns envers les autres, même
si dans les trottoirs, il y avait la place pour marcher tranquillement, ça s'est croisé, mais qu'il y avait cette idée d'une distance importante. Et donc là, c'était l'idée de, OK, donc là, pour les piétons, c'est important, c'est le confort corporel de pouvoir marcher à son rythme, de ne pas avoir à s'arrêter pour laisser passer une personne. Mais il y avait aussi cette idée de ce confort social qui parle du fait que je ne veux pas être très proche des gens que je ne connais pas. Et aussi, ça parlait aussi du fait que la géométrie des lieux, des espaces, crée plus ou moins de la promiscuité entre les corps. Et donc, dans ce sens, on peut dire que l'espace disponible dépend de la géométrie de l'espace, de comment l'espace est fait, des encombrements qu'on peut trouver, soit des poubelles, etc., du niveau des flux des piétons et des activités que les piétons font dans les trottoirs, par exemple. Ils s'arrêtent pour discuter entre eux, etc. Et donc, la conclusion, là, dans ces parties, c'était, OK, donc même si les contraintes sont identifiées comme liées au manque d'espace, c'est, pour les piétons, la source, c'est des gênes et d'inconfort, c'est les autres. C'est le fait qu'il y a des autres personnes qui sont proches de moi et je ne peux pas marcher à mon rythme. OK. Dans notre partie, ils ont observé qu'à l'avenue Paul-Vaillant-Couturière, surtout dans la partie qui amène, donc je vais essayer de montrer, voilà, vous voyez. Donc surtout dans la partie qui est plus proche de la gare, donc il y a des côtés, des trottoirs, il y a la gare, il y a une pharmacie, il y a la poste, etc. Et donc, voilà, par exemple, les gens doivent marcher en file indienne même parce qu'il n'y a pas suffisamment de la place pour que deux personnes marchent l'un à côté de l'autre s'ils ne se connaissent pas. Et donc, là, on disait qu'il y avait les lieux polarisateurs qui étaient du même côté. Donc, il y avait la gare, les commerces, et la poste, etc. Et aussi, dans les entretiens et tout, ça a montré aussi que la circulation automobile décourageait les traversées. Parce que voilà, les gens, ils avaient peur de perdre le temps pour aller à la gare. Donc, ils utilisaient plutôt les trottoirs du côté de la gare, même s'il y avait beaucoup de monde, par peur de perdre du temps. Et que même, ils étaient prêts à traverser sans attendre les voies piétons ou même en dehors des passages piétons pour vraiment avoir cette économie du temps. OK. Donc, avec ces deux résultats préliminaires, et c'est là qu'est vient ma proposition de recherche. OK. Donc, d'une partie, je vais m'intéresser à la gêne. Et là, j'ai défini la gêne comme, je vais prendre cette définition plutôt, comme situation embarrassante, désagréable, qui impose une contrainte à quelqu'un. Donc, cet obstacle qui empêche le développement de quelque chose. Donc, que c'est de la gêne à quelqu'un ou être une gêne par la circulation. Pour la circulation, pardon. Et donc, dans ce sens, je veux dire que la gêne, c'est l'inverse au confort dans la marche. Et donc, là, je suis intéressée à voir si on peut faire une quantification de la gêne, pouvoir faire une catégorisation. On peut vous dire, je me sens moins ou plus gênée dans cette situation ou l'autre quand je marche sur le trottoir. Et aussi de voir comment la gêne elle modifie la façon comment moi je me comporte, disons, sur le trottoir. Est-ce que quand je marche, la recherche de confort, c'est ça qui fait que je marche d'une façon particulière, que je prends cette trajectoire et pas une autre. Et du côté des trottoirs, des traversées, de cette histoire de comment faire avec la circulation, je m'intéresse à voir quel impact il y a si je supprime des places de parking, disons par exemple, sur un des trottoirs et pour donner plus de la place aux piétons. Est-ce que ça change la façon comment les piétons se sentent dans ces trottoirs? Et aussi de voir
Et si on met les traversées dans un autre endroit, est-ce que ça améliore l'utilisation des trottoirs si ça diminue la désimétrie? Et donc, pour cette deuxième partie, c'est là qui vient la partie de la simulation. Et donc, pour vous donner une idée, donc, une simulation, c'est une représentation sur l'ordinateur qui imite la dynamique d'un système à l'aide d'équations mathématiques. Et dans ce sens, la simulation des espaces piétons va avoir il y a deux idées. Donc, une partie, c'est de pouvoir visualiser l'état actuel, par exemple, de cette infrastructure pédestre, et aussi de pouvoir aider à la conception des interventions pertinentes pour un site aménagé, sans qu'il y ait besoin de faire les interventions en soi, avant de faire des interventions, de voir qu'est-ce que ça donne, par exemple, est-ce que ça améliore les flux, et voilà, qu'est-ce que ça change. Et donc, dans ce sens, donc, ma proposition, c'était dans trois parties. Donc, en première partie, c'est de parler de ces gènes subis dans les trottoirs. Donc, je veux pouvoir définir un indicateur de diagnostic des gènes subis. Après, je veux faire cette simulation de ces trottoirs étroits et des différents scénarios d'évolution. Et donc, dans ce sens, je m'intéresse à faire une simulation schématique qui permet des densités. Je ne m'intéresse pas à faire une simulation qui présente tous les détails d'un trottoir en particulier avec toutes les choses qui arrivent dans les trottoirs. C'est vraiment dans le sens on veut voir comment la gêne est due dans les trottoirs. Et aussi, l'idée, c'est de pouvoir quantifier l'impact sur la gêne subie des différents aménagements qu'on peut faire. Donc, par exemple, la suppression des places de parking. Et comme ça, on peut voir, disons, l'avant et l'après, et disons visuellement, mais aussi du fait de pouvoir faire cette quantification des choses pour pouvoir prendre des décisions après sans qu'il y ait sans devoir aménager les trottoirs en vrai, dans la simulation. Et finalement, du côté du problème des traversées, aussi, faire aussi la simulation des traversées et voir comment ça change dans les modèles de simulation les différents aménagements des traversées et voir si ça aide à casser la dissymétrie qu'il y a par exemple dans les deux trottoirs. Et dans ce sens, c'est donc là pour les trottoirs, c'est une gêne subie, disons, par rapport aux autres. Et dans la partie avec les traversées, c'est une gêne différente parce que c'est une gêne due au cheminement. Donc, c'est une gêne subie due au fait que je dois attendre les verts piétons pour pouvoir traverser. Donc, ça me prend du temps ou même, je ne sais pas, de la sécurité pour traverser si je ne traverse pas dans les verts piétons. Par ça. OK. Et donc là, je vous présente un peu les pistes de recherche que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, du côté de la gêne, il y a différentes approches. Donc, je vois la gêne sous différentes approches que je veux bien intégrer en même temps. Donc, d'une partie, l'intérêt de voir la gêne, c'est surtout de pouvoir donner cet outil qui dit au service technique de transport, de dire voilà comment les choses sont dans ce moment et comment ça peut changer si on fait des aménagements d'une façon ou l'autre. Et que ce soit quelque chose de parlant, que ce soit quelque chose de parlant. Et donc, il y a, par exemple, cette idée du niveau de service d'une infrastructure pédestre qui s'appelle dans la littérature Pedestrian Level of Service et qui parle de une mesure qualitative qui peut être du flux des piétons, des niveaux de confort perçus, des commodités, de sûreté, de sécurité, d'économie des déplacements. Et donc là, je vous présente, par exemple, là, c'est comme
une idée du niveau de service par rapport à un trottoir. Donc, la quantité de personnes qu'il y a dans les trottoirs, c'est lié à la densité. Donc, disons, le niveau, ça va de A à F. Et donc, dans le niveau A, c'est très confortable. Il n'y a pas beaucoup de piétons, donc on peut marcher tranquillement. Mais selon les niveaux avancés, il y a encore plus de piétons. Et il arrive un moment où c'est pas possible de marcher, on peut pas marcher, il y a beaucoup de monde, il y a le stress, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire que cette quantification de la gêne, on peut arriver à faire ce type de voir les choses au niveau, que ce soit par là. De l'autre partie, il y a aussi, comme j'ai parlé, de cette idée de la promiscuité des corps, du niveau de confort, de gènes, etc. Donc, c'est ça en lien avec ce qui s'appelle la proxémie, qui est l'étude des rôles de distance dans les relations interpersonnelles et qui a été annoncée pour la première fois par Edward Hall dans les années 60 et qui parle du fait que les personnes ont des différentes distances qu'ils veulent avoir les uns envers les autres selon les niveaux de confiance qu'on a l'un entre les autres. Donc, il y a par exemple, disons, différents experts qu'on peut avoir. Donc, il y a cette distance intime qu'on peut avoir avec les personnes très proches, par les enfants avec les parents ou les amoureux. Après, il y a ces distances qu'on peut avoir avec des amis, des personnes qu'on connaît, mais qui ne sont pas tout le temps pas tes enfants. Après, il y a cette distance sociale qui parle des interactions sociales. Donc, il y a des personnes, des inconnus qui sont dans la rue et que tu peux marcher dans la rue avec eux, qui ont une influence. Donc, dans cette distance, ces inconnus ont une influence sur ta trajectoire, sur ta façon de marcher ou là où tu vas, etc. Et finalement, il y a cette distance un peu plus large qui est, disons, celle qu'il peut avoir l'orateur face à un public et qui parle des distances qui sont très éloignées, disons 7 mètres, et qu'on pense que là, s'il y a un piéton qui est à 7 mètres de toi, il n'y a pas forcément beaucoup d'influence sur toi, comme piéton. Et alors, on dit que les intrus ne sont pas bienvenus dans ta sphère personnelle. Et donc, les moments qu'il y a des intrus qui entrent dans ton sphère personnelle, là, il commence l'inconfort. Là, il commence la gêne. OK. Donc là, c'est des parties de la gêne. Maintenant, je vais vous parler un peu de la simulation. Donc là, je m'intéresse à une simulation microscopique du flux des piétons. Donc, il y a deux approches de simulation. Il y a l'approche macroscopique qui parle des piétons dans son ensemble. Donc, disons, dans une foule, on ne s'intéresse pas à chaque piéton en particulier, mais au comportement de toute la foule des piétons en même temps. Et là, dans la simulation microscopique, on s'intéresse vraiment à chaque piéton en particulier. Et donc, je prends une approche multi-agent où il y a chaque piéton est un agent qui a une interaction avec son environnement et avec les autres agents. Et donc, il y a les piétons, l'agent qui est un individu avec un déplacement, avec des buts, des motivations et des contraintes. Il y a son voisinage qui est un sous-ensemble d'agents qui ont une influence sur lui. Et il y a cette interaction qu'il peut avoir entre l'agent et son voisinage qui ça donne une influence sur la trajectoire du piéton et que cette influence peut faire que les piétons essayent d'éviter l'autre, de suivre ou de fuir et que ça va dépendre des facteurs physiques, sociologiques, psychologiques, etc. Et donc, dans ce sens, je ne vais pas partir de zéro avec la simulation. Je vais plutôt prendre des outils qui sont déjà faits en simulation microscopique et voir lesquels est les plus appropriés pour être sur la base de ma simulation et comment je peux
intégré avec cette idée de gènes, cette quantification de la gène. Là, je vous présente trois en particulier. Donc, il y a par exemple les automates cellulaires qui consistent à discrétiser l'espace en cellules. Donc, il y a chaque piéton qui occupe une cellule. Et donc là, l'idée, c'est le piéton, il va dans les prochains temps. Le piéton va aller dans une des cellules qui est autour de lui. Donc, dans la simulation des piétons, la simulation macroscopique, on s'intéresse surtout à voir comment on va faire pour gérer les collisions entre piétons. Parce qu'il ne veut pas que les piétons collident. Une collision, parce que dans la vie réelle, les piétons s'évitent. Donc, dans le sens des automates cellulaires, c'est simple du fait que chaque piéton doit être dans une cellule. Donc, ce n'est pas possible que deux piétons soient dans la même cellule. Et donc, bien que les modèles est très simple, et il y a une grande vitesse de calcul, donc ça permet que ça aille vite. Il y a aussi les modèles de force sociale, qui est inspiré de la physique newtonienne qui parle de ces sommes de forces. Et donc, il y a des forces d'attraction qui font que les piétons avancent, donc il est attiré par sa destination. Et il y a des forces de répulsion qui fait qu'il évite les autres piétons ou même les murs ou les choses qu'il ne peut pas aller vers. Donc, cette approche, ça donne une idée disons, du comportement des piétons. Mais le problème du côté des collisions, c'est qu'il y a la façon comment chaque piéton décide où il va y aller dans les prochains moments. C'est chaque piéton en particulier prend une décision selon les choses comme sont faites, selon la position de tout le monde. Et il se peut que dans les prochains moments, il y a deux piétons qui décident d'être dans le même espace. Et sinon, finalement, il y a aussi les modèles basés sur la vitesse, où c'est plutôt un modèle géométrique qui prend en compte la vitesse et l'orientation de chacun des piétons. Et chacun anticipe une partie de la collision. Donc, disons, dans la vie réelle, quand on voit que je suis en train de marcher vers vous, et vous marchez vers moi, moi, je dis, je ne vais pas continuer tout droit parce que il va y avoir une collision. Donc, il faut que j'ai quelque chose, il faut que je marche plutôt par là. Et vous allez faire de même. Donc, il y a cette idée que chacun dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il y a, dans ce type de modèle, il y a cette idée de que je vais bouger, disons, je vais prendre une partie de la responsabilité de où je vais aller. OK. Donc, c'est ça pour les modèles de simulation. Et donc, là, je vous parle des perspectives à court terme de qu'est-ce que je vais faire, disons, juste après cette présentation. Je vais continuer à faire l'étude sur la gène. Disons, pouvoir répondre à ce type de questions. Quelle est la relation entre ces recherches de confort et comment les piétons peuvent modifier sa trajectoire? Quel type de variables il faut prendre en compte? Si c'est juste une idée d'une histoire de distance, de densité dans l'espace ou quoi d'autre il faut prendre en compte. Et aussi pouvoir choisir ces modèles de simulation, mais surtout qu'ils soient intégrés à l'idée de l'indicateur de gène. Donc, par exemple, si c'est en parlant des distances, ces modèles de vitesse que j'ai présenté tout à l'heure, ça peut parler bien parce qu'il y a cette idée de distance, mais aussi l'idée qu'il y a une orientation, etc. Donc, voilà pour les perspectives. Donc, je vous dis merci beaucoup et voilà mes contacts. Merci. Merci. Donc, Reynard, oui, si tu veux bien. Oui, donc merci pour cet exposé que j'ai trouvé plutôt intéressant. Quand je dis plutôt intéressant, c'est parce que je ne suis absolument pas un spécialiste de ces questions-là et je écoute ça et je regarde ça d'une façon plutôt un peu ébahie
Une toute petite remarque, c'est la question de la proxémie d'Edward Hall. Il dit aussi que ça dépend beaucoup des espaces culturels dans lesquels on se situe. Et donc, s'il est question un jour de transposer dans d'autres espaces culturels les résultats de tes simulations et modélisations, ben, il faudrait peut-être faire attention à ça. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment très anecdotique. Moi, j'avais plutôt envie de faire des remarques qui sont d'un ordre très, très général et sur ce que j'ai pu lire sur cette question. C'est aussi pour lancer un petit peu la discussion, non pas entre spécialistes de la modélisation et de la simulation, mais beaucoup plus généralement sur ce qu'on fait dans le LabEx Futurs Urbains. La première chose qui m'a frappé, c'est de constater à quel point la marche semble être un impensé des questions urbaines, des questions de l'espace public, de la pensée transport, et à quel point ça apparaît presque comme une activité croupion, quelque chose qui est résiduel, qui presque n'existe pas ou qui est modulable et malléable à l'infini, ce qui est probablement le cas. Et pourtant, c'est l'activité, la marche, c'est probablement l'activité de déplacement la plus fondamentale pour les humains, pour se déplacer dans un environnement immédiat, à la maison, dans les lieux de type travail, bureau, usine, atelier, à l'école, à l'université, dans la rue, etc. Même pour prendre les moyens de transport, le vélo, généralement, se trouve pas immédiatement à l'endroit où on se trouve. Donc, il faut ne serait-ce que faire quelques pas pour se lever de table et prendre son vélo. La voiture est à plus forte raison, bien évidemment, pour prendre un bus, un tram, un métro, un train, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est les déplacements, y compris dans les systèmes de transport, et qui sont les déplacements dans les points d'échange modal. On a vu un petit peu là quelque chose dans les stations de métro du métro de Londres, c'est-à-dire que là, les voyageurs, ils se transforment en piétons pour changer de quai, d'aérogare. Et puis ensuite, même à bord même de ces engins, dans un bus, on monte et puis on fait quelques pas pour rejoindre un siège. Et puis finalement, pour en descendre dans le métro, on se déplace dans les différentes voitures, à bord du train, en marche, dans un avion, dans les bateaux, etc. Alors, cette question de l'impensé, j'ai essayé éventuellement de le mettre dans l'autre sens. Est-ce qu'on pourrait imaginer, là, avec les différentes photos qu'on a vu, que les poteaux, l'ensemble du mobilier, entre guillemets, urbain qui est destiné à la circulation automobile, mais qui se trouve justement pas sur les chaussées, s'il était implanté sur les chaussées, c'est-à-dire les poteaux de signalisation, d'indication, de feu, les armoires, la protection des piétons, etc. Juste si c'était sur la chaussée, ça serait bizarre et tout le monde dirait mais en fait, c'est n'importe quoi, mais je trouve que ça montre un petit peu à quel point la marche semble être un impensé. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de ce qui me préoccupe, moi, au sein du GT, c'est-à-dire à quel point, là, on peut probablement voir à un niveau plutôt exemplaire ce qu'on pourrait retirer d'une étude sur ce que moi j'appellerais les métiers de la ville ou les groupes professionnels.
C'est-à-dire que déjà, on voit qu'il y a probablement différents services des collectivités territoriales qui vont s'occuper ou au contraire essayer d'éviter de s'occuper de ce problème. Les services de la voirie, les parcs et jardins, l'urbanisme, différents bureaux d'études, maintenant ici la recherche sous la forme d'une modélisation et d'une simulation. Alors, ce qui serait probablement intéressant, c'est essayer de suivre pour comprendre qui finalement va dans cette espèce de petite lutte autour de la légitimité sur qu'est-ce qu'il faut faire avec ces espaces et comment il faut les aménager entre ces différents services. Il y a très probablement ceux qui sont les promoteurs de nouveaux principes d'aménagement, ceux qui sont finalement les prescripteurs et ceux qui doivent les appliquer. Est-ce qu'il n'y a pas dans les services de la voirie des gens qui vont dire putain, encore un problème, on a toujours réglé ça d'une façon très différente. Pourquoi on nous fait chier maintenant avec des piétons alors que l'équilibre qu'on avait trouvé était suffisamment bon? C'est un peu la même chose, ce qu'on peut voir avec l'apparition des injonctions environnementales. Tout d'un coup, là, apparaît un nouvel acteur sur la scène qui est le piéton et qui va s'en occuper d'une façon légitime. Alors, il y a d'autres protagonistes, très probablement les militants dans les associations de piétons qui s'adressent aux élus, aux techniciens municipaux, à un public de citoyens, etc. Et finalement, pour tous ceux qui finalement se saisissent de près ou de loin de cette question de l'aménagement de l'espace public en fonction de ce qu'ils font les piétons, essayez de comprendre ce qu'ils font, mais concrètement, parce que il est question là d'enquête, d'observation, de modélisation, de simulation, d'études, de conception, etc. Et il est fort à parier que ce qu'ils font dépend largement de ce qu'ils sont, dans le sens sociologique qui est ma spécialité, c'est-à-dire quelque chose qu'on appellerait probablement les propriétés sociales, plus exactement et plus concrètement, d'où ils viennent, quels sont leurs parcours de formation, leur trajectoire sociale. Et il est fort à parier que en fonction de ces différents éléments, ils prennent les problèmes d'une façon assez différente. Voilà les quelques remarques que j'ai à faire. Merci. Laura, vous voulez peut-être réagir? Pardon, j'ai l'impression que ça. Si j'ai des choses à dire par rapport à ça, ok. D'une partie, par la proximité, c'est vrai que ça dépend beaucoup des cultures, etc., la façon comment on voit les distances. Moi, j'ai présenté juste, disons, les bases de la proximité. Et aussi parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore cherché très loin sur comment on va faire les choses. Mais on peut penser, disons, un modèle qui permet qu'il soit assez flexible pour que selon la culture où on est, il y a un changement sur les distances qu'on va avoir les uns envers les autres. Et par rapport aux autres questions, je crois qu'il y a des personnes qui sont plus qui peuvent en dire un peu plus. Moi, j'ai commencé avec cette idée des villes, etc. En ce moment, moi, j'avais fait des choses en mobilité, en transport, mais c'est vrai que ça va en lien aussi parce que dans la mobilité, moi, justement, j'ai été dans les voitures électriques et travailler dans les piétons, ça change la façon comment on fait la conception des choses. Et c'est vrai que c'est pas juste d'aller du point A au point B, c'est vraiment d'avoir en compte
tout ce qui entoure les piétons en soi. Et c'est vraiment un changement des pensées. Fabrice, Vienne. Oui, bonjour. Donc moi, je reprends plutôt la partie modélisation-simulation. Bon, ça fait plus de 20 ans que je développe des logiciels de simulation de conduite. Je travaille avec Jean-Michel Aubéry, d'ailleurs, dans le même labo, on est Pixel, dans le département COSIS. Donc là, j'ai vu la présentation, que je trouve très intéressante. Donc, j'ai vu à la fin les différents modèles sur lesquels vous allez peut-être travailler, Helping, Automate et fil de vitesse. La question que je me pose, la finalité, c'est que vous allez intégrer tous ces modèles-là dans un nouveau développement. Vous allez réutiliser un modèle, enfin un développement existant dans lequel vous allez pouvoir vos tests et vérifier la modification du comportement et donc pratiquement la gêne, comment elle pourrait être caractérisée dans différentes applications en se basant sur des valeurs provenant de recueil de données en situation réelle. Enfin, j'essaie de comprendre la démarche, en fait, la méthodologie que vous allez faire. Vous avez fait des recueils de données, si j'ai bien compris, dans 2 environnements, à Vitry et je ne sais plus où. Maison-Alfort, c'est ça, oui. Et à partir de là, toutes ces données-là, vous allez modéliser le même environnement et vous allez utiliser un logiciel de simulation microscopique de déplacement piéton, basant sur peut-être un de ces 3 algorithmes ou les 3, pour après déterminer, essayer de modéliser la gêne ou du moins le changement de comportement inhérent à la gêne qu'aurait un déplacement piéton. J'essaie juste de comprendre en fait l'étape d'après en fait. D'accord, oui, je crois ce que je vais faire, je crois que je vais me mettre plutôt dans le sens des modèles de vitesse. Et dans des modèles de vitesse, des modèles de vitesse, c'est vraiment de voir comment, à quelle vitesse et je peux aller pour ne pas avoir cette collision. Donc, j'aimerais bien pouvoir intégrer cette idée de gêne dans la façon comment on évite les collisions. D'accord. Et donc, dans ce sens, je ne vais pas forcément utiliser un logiciel qui a déjà intégré un modèle de flux des piétons, mais plutôt l'idée des modèles de vitesse et de pouvoir intégrer dans la façon comment les piétons évitent une collision, intégrer l'idée des gènes de l'espace que les piétons vont avoir tout de soi, etc. Donc c'est dans le côté anticipation de l'évitement que vous allez considérer le niveau de gêne associé. Enfin, oui, c'est ma première idée que j'ai. Et aussi, oui, parce que j'ai vu qu'il y a d'une partie l'idée qui est la façon comment on évite d'avoir cet inconfort, c'est d'éviter d'avoir cette collision avec cette personne ou de m'éloigner de cette personne. Okay. Donc, ça rentre dans la simulation en soi. Et de l'autre côté, c'est de voir comment quantifier la gêne qui ont les piétons dans une circonstance en particulier avec beaucoup plus de personnes autour de soi. Donc ça c'est les différents paliers de 1, enfin de A à 9, enfin F. Mais après la question aussi que je me pose, alors si j'ai bien compris, au niveau de l'aménagement, vous n'allez pas travailler sur l'impact de l'aménagement sur la gêne, donc sur les évitements. C'est vraiment entre densité de piétons sur lequel vous allez travailler. C'est pas du genre la largeur, on va dire, du trottoir qui va influer peut-être autrement sur les évitements et par conséquent sur la gêne. Ça, vous ne travaillez pas. C'est vraiment, on considère que le profil la largeur du trottoir est fixe, l'aménagement ou même le milieu urbain est fixe, et vous ne travaillez uniquement que sur la densité de trafic piéton au niveau du trottoir. C'est ça ou c'est pas ça du tout? Ok, donc là, on veut par exemple voir qu'est-ce qu'il arrive si il y a les places parking à 2 côtés de la rue. Qu'est-ce qu'il arrive si on élève les places de parking? Parce que l'idée à la fin, c'est de pouvoir proposer quelque chose ou pouvoir donner des outils pour qu'ils fassent quelque chose dans la rue. Il faut faire quelque chose. Et donc, ça ne suffit pas de dire les choses vont pas bien et c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on propose la simulation pour montrer qu'est-ce qui peut arriver si on change, par exemple, si on enlève quelques places de parking ou si on enlève des places de parking d'un côté, comment ça change les densités selon comment les gens utilisent les trottoirs. Et comment ça change les ressentis des gens par rapport à la gêne. D'accord. Donc c'est ça. En fait, la finalité, c'est modification de l'aménagement
trottoir ou proche du trottoir pour pouvoir permettre de diminuer la gêne et donc principalement quantifié par le nombre d'évitements ou la modification du comportement des trajectoires. Enfin, la modification des trajectoires. Oui, donc oui. la finalité, c'est d'aménager en low cost, on va dire, l'environnement de déplacement piéton pour pouvoir diminuer la gêne globale sur l'ensemble de la population qui l'utilise. Et donc l'idée serait en priorité peut-être de diminuer les places, enfin restructurer peut-être la gestion des places de parking, c'est ça. Actuellement, c'est d'accord. Oui, ça peut. Très bien. Je comprends mieux. Merci pour vos réponses. Merci. Moi, j'avais aussi une question à vous poser pour rebondir un peu sur ce que disait Reinhard Gressel tout à l'heure. Reinhard nous disait en fait que globalement, les gens dans la rue, ce qu'ils font dépend de ce qu'ils sont. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les élus locaux et les services techniques considèrent aussi que les gens vont pouvoir faire des choses si on modifie leur environnement et si on change une série de paramètres. Par exemple, le fait de freiner la circulation automobile dans les villes, ça passe par le développement de métro, ça passe par le développement de transports en commun alternatifs et peut-être qu'on en est à ce moment-là par rapport à la marche, c'est-à-dire que peut-être que justement par rapport à la marche, si on modifie en fait un paramètre, on va pouvoir créer de nouveaux usages qui sont certes définis par les propriétés sociales, mais pas uniquement, qui sont aussi définis par les possibilités. Et donc moi, j'aurais aimé que vous reveniez sur l'articulation entre le post-doctorat de Julie Scapino, qui donc a travaillé sur le comportemental, sur la manière dont les gens, et puis ce que vous faites dans une approche plus de simulation. En quoi, en fait, vous arrivez à vous appuyer sur le travail précédent et en quoi, en fait, vous faites autre chose? Parce que je n'ai pas tout à fait saisi ça. D'accord. Et donc, dans ce que Julie elle a fait, elle sortait, disons, de cette conclusion que j'ai sortie dans la présentation. Donc, il y avait d'un côté cette idée de comment les gens ressentaient la gêne avec les autres. Donc, c'était vraiment parce que les trottoirs étaient étroits, mais il y avait les autres qui étaient très, très proches d'eux et que ça ressentait la gêne. Et que ça faisait que les gens sentaient qu'ils n'étaient pas super dans ces rues-là. Il y avait aussi cette idée du trottoir, la dissymétrie des trottoirs qu'ils allaient avoir avec que c'était proche de la gare et que c'était plus facile de traverser par ce trottoir et par l'autre parce que c'était proche de la gare. Et donc, il y avait tout, disons, les ressentis des gens et les observations des piétons. Il y avait aussi les constats des piétons et des voitures. Et là, ils se disaient, il faut faire quelque chose avec. Mais quoi? Comment dire, qu'est-ce qu'on va faire après? Comment décider, est-ce que c'est bien d'enlever des places de piétons ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et là, c'est là où j'arrive, moi, dans ma tête d'ingénieur, qui dit, pour pouvoir proposer quelque chose, il faut bien voir avant si ça a du sens à faire ou pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai proposé la simulation, parce qu'on a tous les outils pour le faire et parce que ça nous permet de pouvoir voir l'état actuel des choses, disons tel que Julie elle les a vus ou tel que les comptages des piétons nous permet de voir et voir comment ça peut changer les choses si on fait telle ou telle intervention. Et dans ce sens, dans la première partie, j'ai dit, OK, on va faire une simulation des piétons, mais ça doit avoir avec l'histoire de qu'est-ce que Julie a fait avec ses entretiens et tout. Et donc, c'est après avoir parlé avec elle, avoir discuté de comment les choses ont passé, de ce qui était plus important pour les piétons et tout, c'est qu'on a dit, la gêne, c'est quelque chose d'important. Il y a cette dissymétrie pour faire quelque chose avec la dissymétrie. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai sorti avec cette proposition. Merci. Voilà. D'autres questions, remarques? Jérôme? Oui, très, très rapidement, je voudrais quand même insister sur l'articulation entre les deux postdocs. Il me semble qu'elle est très bien illustrée par
la mise en avant de cette notion de gêne. C'est quand même une hypothèse forte. Nous sommes tous des praticiens de l'infrastructure pédestre existante, n'est-ce pas? Et donc, on peut constater que les aménagements utilisés par les piétons, pour l'essentiel, n'ont pas été produits avec une intention, une conception du piéton. Donc, et quand il y en a, quand il y a une intention vis-à-vis du piéton, c'est entièrement piloté par la notion de sécurité. Et en prenant la notion de gêne du piéton plutôt que la notion de sécurité, on change radicalement l'évaluation des aménagements. On sait bien que d'ailleurs, beaucoup des aménagements faits pour la sécurité du piéton sont des gênes pour le piéton. Et c'est pour ça qu'ils ne les respectent pas. Donc, c'est quand même un acquis très fort, parce que Julie a montré l'importance de la gestion de cette gêne, la centralité de cette question de la gêne dans les comportements des piétons. La gêne est plus importante, un facteur explicatif qui semble plus important que, par exemple, la sécurité, quand on veut analyser les comportements des piétons. Donc, ça me paraît une articulation très, très importante. Alors, là-dessus, pour articuler aussi avec ce qu'a dit Reinhardt, moi, je ne suis pas d'accord avec Reinhardt quand il dit que la question de la proxémie, elle est anecdotique, parce que la première théorie de la proxémie a tendance à naturaliser les cultures comme ayant des différences fondamentales et implantées dans des espaces différents. Or, ce qui va caractériser la marche en ville, c'est plutôt l'interculturalité permanente, la gestion permanente de l'interculturalité. Et là, donc avec la coexistence de régimes de proxémie différents. Alors, on rejoint ce qu'a dit Reinhardt aussi, c'est les piétons vont pouvoir être compris par ce qu'ils sont, et nous, les observations, par exemple, de Julie, montrent très bien que selon le type de piéton, la distance gênante n'est pas la même, et en fonction des attributs de chaque piéton. Donc évidemment, les jeunes, on les voit frôler les personnes âgées sans qu'ils, eux, aient l'impression d'être gênés par cette proximité, alors qu'évidemment, la personne âgée frôlée, elle est gênée. Et on pourrait imaginer qu'ils appartiennent à la même culture. Disons, la proxémie est intéressante, mais c'est clairement pas la culture nationale là qui est en jeu. Il y a aussi bien sûr les motifs. On va admettre une plus forte proximité selon la nature même quand le motif c'est se déplacer de façon utilitaire pour aller prendre le train, on va supporter davantage la proximité des autres que quand on est en train de flâner. Ouais. Et ainsi de suite. Donc là, on a tout un stock, disons, d'observations qui peuvent nourrir, disons, enrichir, épaissir, disons, cette notion de gêne. Alors, moi, on n'a plus le temps, mais alors ça va promettre des grandes discussions avec Larola, parce que la question qui pour moi reste en suspens et qui est évidemment représente toutes mes attentes vis-à-vis de la simulation et de la modélisation, c'est alors celui dont je peux me saisir dans tous les modèles le plus facilement, enfin là maintenant, c'est le modèle multi-agent. Parce que, évidemment, je vois cet agent et je me pose la question des attributs. Alors, d'une certaine façon, peut-être que ce qu'a indiqué Reinhardt concernant l'épaisseur sociale des gens, c'est peut-être là qu'on pourrait l'introduire, c'est-à-dire en introduisant des attributs à chaque agent, des attributs différents d'un agent à l'autre pour essayer de comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres. Mais alors, moi, j'ai mes propres dadas là-dessus qui sont et les non-humains sont-ils des agents ou pas? Ça rejoint la question de l'environnement. Lui-même est-il un acteur interagissant avec les agents qui eux se déplacent? Mais ça concerne aussi des objets. Et en particulier, alors, la seule fois où j'ai vu à l'œuvre ce modèle multi-agent, c'était pour prédire en combien de temps la gare, je crois que c'était la gare de Lyon. D'ailleurs, Nassima n'est plus là, mais c'était elle qui me l'avait montré. C'était où la gare Montparnasse ou la gare de Lyon? Ils essayaient d'évaluer en combien de temps elle pouvait être évacuée en cas d'incendie. Et dans leurs agents, il y avait des petits points qui pouvaient se déplacer, partir vers les sorties, etc. Et il y avait nulle part dans le modèle les valises.
ni comme attribut des agents, c'est-à-dire le fait que les agents devaient se trimballer avec des valises, ni comme attribut, comme autre agent, c'est-à-dire agent non humain qui allait empêcher l'évacuation. Il n'y avait que la géométrie des lieux, d'un côté, et de l'autre côté, des agents qui n'avaient pas d'autre attribut que de vouloir sortir. Et il me semble que cette question du glissement de ce qui est un attribut, c'est-à-dire qu'on pourrait coller à la personne et dire, bon, mais si elle est chargée, alors on va pouvoir dire qu'elle va se comporter comme ça. Mais il se trouve que jusqu'à un certain point, ce dont elle est chargée, par exemple, peut devenir un agent non humain, autonome. Enfin, alors, autonome, c'est la question là, mais c'est la théorie des non humains. Elle dit que les agents non humains sont autant autonomes que les agents humains. Donc, il me semble que là, on a vraiment une grande discussion devant nous sur les attributs des agents, pas seulement les attributs sociologiques, mais aussi des attributs de cette nature-là. Ok, merci. On arrive presque au terme. Est-ce qu'il y a encore une question courte, peut-être, éventuellement? Une remarque? Non? Bon, moi, je c'est finirai une par... petite, en fait. Il est prévu de faire à temps régulier une représentation pour montrer l'avancée dans les travaux pendant l'année de postdoc ou... Enfin, non, c'est plutôt à Laura de répondre, mais juste un petit mot. Donc, je rappelle que c'est un travail qui se fait en relation avec le service technique, le STEC, j'ai oublié le développement de l'acronyme, enfin, donc les services techniques du CD 94, et donc, il est prévu de faire des points d'avancement avec eux, et donc de converger entre ce que eux attendent de nous et ce que nous, on est capable de leur fournir. Hein, donc, ça, on arrive un peu tôt quoi, par rapport à ce processus. Et je pense que Laura aura plus de choses à dire au fur et à mesure qu'elle aura pu rencontrer. Et puis, donc, discuter justement un métier avec, comme disait Reinhard, avec nos interlocuteurs, qui jusqu'à maintenant ont été d'une ouverture et d'une ouverture tout à fait géniale, quoi. Donc, je pense que j'ai tout à fait confiance dans le développement du projet. Et je laisse la parole à Laura pour conclure. Oui, je crois que Jean-Paul a tout dit. Oui, bon, effectivement, on va avoir des réunions régulières avec les services techniques pour montrer mes avancements et voir comment faire pour intégrer par ma recherche à les attentes qu'ils ont par rapport au projet. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, je propose qu'on termine ici pour essayer de respecter un petit peu ce format. Donc, je vous rappelle que ça a été enregistré, que ce sera mis en ligne sur le site du LabEx. Le prochain déjeuner jeunes chercheuses, puisque c'est essentiellement des jeunes chercheuses qui parlent cette année, aura lieu le mardi 6 avril prochain autour du groupe JEDI et autour de Lucille Biarrotte, qui est en train d'achever sa thèse sur les genres en urbanisme. Voilà, vous aurez bien sûr les informations par le créneau habituel. Merci de votre présence et de cette séance très, très intéressante. Et puis, à bientôt. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir à tous. Loïc, juste un petit mot. Non, mais c'est pas pour tout le monde, c'est juste par rapport à nous deux. En fait, tu sais, tout à l'heure, quand on a parlé du bief de l'étang de Moulins qui est derrière toi, à chaque fois que je vois ce genre d'infrastructure qui est éminemment artificielle, hein, ça n'a absolument rien de naturel, je m'interroge surtout sur les gens qui les font fonctionner. Tu vois, là, par exemple, il n'y a plus de moulins, donc il n'y a plus de régulation fine, etc. Mais très probablement, il doit y avoir des gens qui connaissent ce dispositif et qui éventuellement pourraient les réguler parce qu'il dépend de conditions météorologiques, etc. quoi. Hein. Voilà. Alors, qui sont ces gens Très souvent, ça reste complètement mystérieux.
Voilà. En fait, il y a toute une série d'associations de sauvegarde des moulins, hein, et donc moi j'ai un voisin qui est vraiment ouvrier de formation, hein, c'est un mécanicien avec un CAP de mécanique, il est en retraite et il s'occupe d'un moulin dans le Pays Bray. Donc ben, voilà, il met au service de ce moulin toute sa compétence mécanicienne. Il refabrique des pièces pour pouvoir entretenir. Alors c'est plus dans une dimension patrimoniale autour du patrimoine du bâtiment, du moulin, mais aussi du patrimoine de la technique. C'est-à-dire pour que cette technique puisse à un moment donné être transmise. Et ils sont assez passionnés, hein, ces gens-là. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient une dimension vraiment autour de la météo, autour de l'environnement. Je ne pense pas qu'ils se projettent de cette manière-là. Je sais pas, mais tu vois, derrière chez nous, dans la forêt de Meudon, enfin, moi, j'habite tout près d'un petit étang, ben, il y a tout un système de rigole, avec des vannes, etc. Et il y a sûrement des gens qui s'en occupent. Moi, je me suis jamais préoccupé de ça, mais en fait, qui fait fonctionner ça entre guillemets, hein, parce que très souvent c'est des lois d'eau qui sont implicites en quelque sorte, mais il y a quand même des dispositifs de régulation et du coup il y a des gens qui doivent en principe savoir s'en servir. Bon voilà. Oui, tout à fait. Ok. Bon. Ciao, à bientôt, merci. Mais merci à toi encore et puis bon après-midi, puis effectivement à bientôt. Au revoir.